Joe Linder, aka Joe Aesthetics, s'est malheureusement arraché le biceps la semaine dernière. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment il s'est blessé, s'il va pouvoir récupérer de cette blessure et comment. C'est parti! Pour ceux qui ne connaissent pas Joe Aesthetics, il s'agit d'un bodybuilder slash influenceur fitness qui a sans doute l'un des plus gros followings sur Instagram avec plus de 4,3 millions de followers. Il est connu pour son physique exceptionnel et sa faculté à faire cramper ses pecs qui lui a valu le surnom d'Alien Gains. Il est sec et esthétique tout le temps et c'est d'ailleurs un point sur lequel on reviendra un peu plus tard dans cette vidéo. La semaine dernière, il a posté une vidéo de lui à l'hôpital avec la mention « Je me suis arraché le biceps ». Il a sauté dans un IRM pour voir l'ampleur des dégâts et il s'est fait opérer dans la foulée puisqu'il avait une rupture totale de la partie distale du tendon du biceps. Pour ceux qui ne savent pas comment ce type d'opération se déroule, on attache des ancres sur le tendon et on vient les insérer dans la tubérosité radiale, c'est-à-dire dans le vide à l'intérieur de l'os, à l'endroit où il était inséré initialement. Il faut que ce soit bien fait, sinon il y a le risque d'arracher les ancres, en particulier chez les bodybuilders qui vont mettre beaucoup de tension sur leur biceps. Contrairement à ce que certains d'entre vous pourraient penser, c'est une blessure assez commune chez les bodybuilders et autres sports de force comme le powerlifting ou le strongman. Pour citer quelques noms connus, on a Callum Von Moger qui s'est arraché le biceps en faisant un curl avec Chris Bumstead, Antoine Vaillant qui s'est fait les deux biceps, il y a aussi Larry Wheels, Dorian Yates, Jay Cutler et plein d'autres. Alors comment il s'est fait ça? C'est sans doute la particularité dans cette histoire. Il a simplement contracté son biceps sans aucun poids et bam, rupture totale du biceps. Le tendon s'est complètement désinséré de l'os. Alors évidemment, c'est pas très commun, mais ça nous montre premièrement qu'on peut appliquer pas mal de tension sur un muscle juste avec une contraction isométrique et deuxièmement qu'il y avait sans doute d'autres facteurs à prendre en compte et que son tendon était sans doute déjà endommagé parce que si tu te fais un biceps à chaque fois que tu contractes, tu vas pas aller loin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi un petit commentaire et démontez-moi ce pouce bleu. Ça aide vraiment pour le référencement des vidéos sur YouTube et ça montre que vous appréciez ce que je fais. La question qui se pose, c'est donc pourquoi il s'est blessé. Une blessure sera toujours la résultante de plusieurs facteurs. Ce n'est pas juste parce qu'il a contracté son bras qu'il s'est arraché le biceps. Donc on va essayer d'analyser ensemble les différents facteurs et les causes potentielles de sa blessure. Le premier point qui a été mis en avant, c'est qu'il est extrêmement sec et qu'il est tout le temps sec, pendant des périodes extrêmement longues. Il suffit de regarder la photo de lui post-opération, il est pratiquement prêt à monter sur scène. Regardez-moi ses quads, c'est absolument incroyable d'être dans cette condition physique toute l'année. Je peux vous assurer qu'en vrai, c'est encore plus impressionnant. On s'entraînait dans la même salle en Thaïlande et je peux vous dire qu'il est encore plus impressionnant en vrai qu'en photo. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, il n'est pas juste sec comme ça, sans effort. Il est extrêmement strict sur son alimentation. Il mesure tout constamment. Je le voyais faire 1 à 2 séances de cardio par jour, en plus de sa séance de musculation. On était en même temps à Body Power à Birmingham en 2019 et il faisait du cardio tous les matins avant d'aller au salon et le soir, il allait s'entraîner. Il lâche vraiment rien. Le fait d'être sec comme ça tout le temps ainsi qu'une telle charge de travail peut être un terrain propice à une blessure. Le fait d'être sec va aussi naturellement réduire le taux d'œstrogène, ce qui va être le deuxième point que j'aimerais mettre en avant. Il y a tout juste un mois, Joe a posté une vidéo où il expliquait qu'il avait un problème de gynécomastie, qui est le développement excessif des glandes mammaires chez un homme. Ça peut arriver naturellement à l'adolescence quand il y a une forte augmentation de la production de testostérone et donc une augmentation du taux d'œstrogène par conversion. C'est ce qu'on appelle l'aromatisation. Certaines personnes sont plus susceptibles que d'autres à l'élévation de leur taux d'œstrogène et développent une gynécomastie. C'était d'ailleurs mon cas. Ceci dit, ça peut aussi être un problème chez les utilisateurs de stéroïdes comme Joe. Un des effets secondaires de l'utilisation de stéroïdes androgéniques anabolisants, c'est la gynécomastie via l'augmentation du taux d'œstrogène qui découle de la conversion de la testostérone en œstrogène avec des taux importants de testostérone. Pour pallier à ce problème d'aromatisation, les utilisateurs de SAA utilisent des médicaments inhibiteurs de l'aromatase. Le problème qui accompagne l'utilisation de ce type de médicaments, c'est des taux d'œstrogène extrêmement bas. Ce qui est bien pour ne pas avoir de gynécomastie, mais c'est vraiment pas terrible en termes de santé sur le long terme.
Le fait d'avoir un faible taux d'œstrogène sur le long terme peut avoir des effets négatifs sur la qualité des tissus musculaires et conjonctifs. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne, mais ce qu'on sait, c'est qu'un fort taux d'œstrogène va augmenter la synthèse du collagène au niveau des tendons et réduire leur rigidité. Donc à l'inverse, un faible taux d'œstrogène pourrait réduire la synthèse du collagène et rigidifier les tendons et potentiellement augmenter le risque de blessure. De manière anecdotique, on voit souvent des blessures chez les bodybuilders lorsqu'ils sont très secs et qu'ils essayent de réduire leur taux d'œstrogène au maximum, typiquement juste avant ou juste après une compétition. Du coup, étant donné que Joe avait l'habitude de prendre un inhibiteur de l'aromatase pour sa gynécomastie, il devait avoir un faible taux d'œstrogène depuis un moment. Un autre point que j'aimerais mettre en avant, c'est qu'il a l'habitude d'avoir des crampes. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il arrive à faire son truc avec ses pecs. Il en a déjà parlé plusieurs fois, mais il est souvent déshydraté, même en faisant attention à son apport en eau et en électrolytes. On sait également que d'autres drogues récréatives ou qui améliorent la performance peuvent impacter négativement les articulations et l'hydratation, mais ça, lui seul le sait s'il en consomme. Donc c'est sans doute encore une fois une combinaison de facteurs qui l'ont conduit à se blesser, un faible taux d'œstrogène à cause de l'utilisation d'un inhibiteur de l'aromatase et du fait d'être constamment sec, une déshydratation chronique même s'il y fait attention. Et j'ai également vu dans une vidéo qu'il avait dit être tombé en arrière en mettant son bras et qu'il avait senti quelque chose au niveau de son biceps. Comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur la blessure du grand dorsal de Nick Best que je vous mets juste là, s'il s'est fait une petite lésion, une petite déchirure au niveau du biceps un peu avant, il a besoin de moins de tension sur le muscle pour se l'arracher. Si vous voulez comprendre pourquoi, allez voir ma vidéo. Je sais que certains vont mettre en avant le rapport entre résistance des tendons et force des muscles avec l'utilisation de stéroïdes et que les muscles se développent plus vite que les tendons. Mais en réalité, c'est une théorie et on ne sait pas trop. Et dans le cas de Joe Linder, ça n'a pas vraiment de sens. Ça fait un moment qu'il est très musclé. Même s'il a développé sa masse musculaire plus vite que ses tendons, ils ont eu le temps de s'adapter ces dernières années. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il ne s'est pas blessé avant. Il est vraiment résilient parce que quand je le vois sur ses vidéos faire des trucs de ouf à la salle, dans des positions un peu compromettantes et pourtant il ne s'est jamais rien fait de grave. Je lui avais d'ailleurs posé la question et il m'avait dit qu'il avait juste eu un problème de hernie ombilicale, rien d'autre. Ceci dit, je crois qu'il s'était aussi fait mal au dos à Dubaï avec Larry Wheels. Bref, ne vous entraînez pas avec Larry. Alors, est-ce qu'il va réussir à revenir de cette blessure ? S'il fait bien les choses et qu'il est patient et que l'opération a été bien faite, je pense qu'il n'y a aucun doute. Finalement, c'est une blessure assez commune en bodybuilding, comme je vous l'ai dit. Je pense que le plus compliqué pour lui, ça va être l'aspect psychologique. C'est vraiment difficile pour quelqu'un comme ça d'avoir ce genre de blessure. Il investit tellement sur son physique, c'est un peu son identité d'une certaine manière. Tout son business repose sur son physique et à quoi il ressemble. Donc le fait de perdre de la masse musculaire, d'être moins sec, de ne pas pouvoir s'entraîner 3 fois par jour, ça va être un gros changement pour lui. Étant moi-même passé par là, je sais que ce n'est pas évident de rester positif. Il va devoir se focaliser sur ce qu'il peut faire pour son business et pour ses entraînements. Leg day, everyday baby. J'en parle en détail sur la vidéo que j'ai fait sur Lazar Angelov, donc je vous conseille d'aller la voir. Je ferai sans doute une vidéo de follow-up pour voir ce qu'il a mis en place dans le cadre de sa rééducation et de sa récupération. Il parlera sans doute aussi de son protocole exogène, produits et peptides qu'il va utiliser. Et je vous donnerai mon avis là-dessus, donc abonnez-vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, posez-les-moi dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour voir la suite de cette vidéo. Appuyez sur la cloche des notifications pour ne pas rater de vidéo. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!